Et si un matin, vous réalisiez que votre mémoire n'était plus la vôtre, que vos souvenirs s'effaçaient comme de l'encre sous la pluie, imaginez perdre peu à peu le fil de votre vie, jusqu'au jour où un simple geste pourrait tout changer. Voulez-vous connaître ce secret? Il y a quelque chose que personne n'ose avouer à voix haute. Un secret qui ronge beaucoup d'hommes et de femmes en silence après 60 ans. Vous êtes assis à table, entouré de vos proches, et soudain, le prénom de votre petit-fils vous échappe. Vous sortez faire une promenade dans une rue que vous avez parcourue des centaines de fois à Paris, et tout à coup, tout vous semble étranger. Vous tendez la main vers un objet posé la veille sur le buffet, mais votre esprit est vide, comme si le temps avait effacé la mémoire de vos propres gestes. Ce n'est pas seulement un oubli, c'est une faille, un gouffre intérieur qui vous arrache un morceau d'identité. J'ai vu des regards se voiler, des sourires se figer et des vies basculer simplement parce qu'un nom, un lieu ou une habitude familière disparaissait dans le brouillard de l'oubli. Et je vous le dis aujourd'hui avec force, ce phénomène n'est pas une fatalité, mais il est une alarme, une alerte que le corps nous lance et que trop souvent nous choisissons d'ignorer. Je me souviens encore du jour où M. Bernard, un ancien professeur de littérature, est entré dans mon cabinet. Il tremblait, non pas de froid, mais de honte. La veille, il avait lu un poème de Victor Hugo à son petit-fils et, au milieu d'un vers, il s'était arrêté, incapable de retrouver le mot suivant. Moi, qui avais consacré ma vie aux mots, m'a-t-il dit d'une voix brisée, je les ai vus s'échapper, comme des oiseaux fuyant une cage ouverte. Ce n'était pas un simple oubli, c'était pour lui une humiliation. À travers ses yeux humides, j'ai compris que ce n'était pas seulement la mémoire qui vacillait, mais tout un monde intérieur qui menaçait de s'effondrer. Alors, permettez-moi de vous poser une question. Que feriez-vous si je vous disais qu'il existe une méthode simple, naturelle, qui ne demande qu'une seule minute par jour pour réveiller cette mémoire assoupie? Une minute qui pourrait être le fil d'Ariane pour vous ramener hors du labyrinthe de l'oubli. Vous croyez que c'est impossible? C'est exactement ce que pensait Bernard avant d'essayer. Et pourtant, une semaine plus tard, il retrouvait déjà des repères qu'il croyait perdus à jamais. Vous voyez, le danger n'est pas seulement dans l'oubli, mais dans la résignation. Croire que la vieillesse doit forcément rimer avec déclin est la plus grande erreur. Car chaque jour que nous vivons est aussi une opportunité de régénération, une chance d'écrire une nouvelle page. Et ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo, c'est une clé que trop peu de gens connaissent, une clé qui peut changer votre quotidien, rétablir votre confiance et vous redonner ce sentiment précieux d'être maître de votre vie. Avant que nous plongions ensemble dans ce voyage, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, car c'est grâce à votre soutien que je peux continuer à vous offrir des conseils pratiques, accessibles et profondément utiles. Chaque abonnement, chaque geste de votre part est une motivation pour partager toujours plus d'histoires, de solutions et de vérités qui peuvent transformer vos journées. Et maintenant, pour éveiller votre curiosité et surtout pour stimuler votre mémoire, je vous pose une petite question. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus important pour préserver la mémoire après 60 ans? A. Stimuler régulièrement le cerveau par de petits exercices. B. Attendre et espérer que les choses s'améliorent toutes seules. Écrivez votre réponse dans les commentaires, choisissez A ou B et dites-moi pourquoi. Vos expériences, vos réflexions comptent et elles peuvent inspirer d'autres personnes à ne plus subir, mais à agir. Je me souviens encore de ce silence lourd qui s'installe quand un patient réalise qu'il vient d'oublier quelque chose d'essentiel. C'est un silence que j'ai appris à reconnaître dans mon cabinet, un mélange de honte, de peur et de résignation. Lorsque M. Bernard, cet ancien professeur de littérature, me racontait son désarroi, je voyais dans ses yeux le reflet de centaines d'autres histoires. Ce n'était pas seulement son oubli qui le hantait, mais l'idée qu'il perdait une partie de lui-même, comme si chaque mot égaré emportait avec lui un fragment de son identité. Quelques jours après, ce fut Madame Louise, 68 ans, qui franchit ma porte. Elle avait toujours été une femme active, énergique,
capable de traverser les rues animées de lions les yeux fermés. Et pourtant, un matin, au marché des Halles, elle s'est trouvée incapable de retrouver son chemin vers l'entrée principale. Elle s'est arrêtée au milieu de la foule, le cœur battant, paniquée, comme une étrangère dans un lieu qu'elle connaissait depuis des décennies. Quand elle me raconta cette scène, elle avait la voix tremblante. Docteur, je me suis senti disparaître. Ce n'était pas seulement un oubli, c'était comme si je n'existais plus dans ma propre ville. Ces mots étaient un cri d'alarme silencieux, une confession intime sur ce que signifie vraiment perdre la mémoire. À travers Bernard et Louise, j'ai compris que ces oublis ne sont pas de simples accidents de l'âge. Ils touchent à quelque chose de beaucoup plus profond, la dignité. La mémoire n'est pas qu'une fonction biologique, c'est ce qui nous relie à nos proches, à nos souvenirs, à notre histoire. Quand elle vacille, ce n'est pas seulement le quotidien qui devient difficile, c'est toute la structure intérieure d'une personne qui se fragilise. Oublier le prénom de sa petite fille n'est pas seulement une gêne passagère, c'est le sentiment d'avoir trahi un lien précieux. Se perdre dans son propre quartier n'est pas seulement désorientant, c'est une blessure intime, un arrachement à ses racines. Je ne compte plus les fois où j'ai vu des visages se fermer, des regards se détourner, parce que la honte prenait toute la place. Dans notre société française où l'indépendance est si valorisée, admettre que l'on perd la mémoire est presque une confession de faiblesse. Et pourtant, cette fragilité n'est pas un signe de fin, mais bien un appel à agir. La mémoire est un territoire vivant, et même quand elle vacille, elle cherche encore à se régénérer. C'est pourquoi je dis toujours à mes patients, ne voyez pas vos oublis comme une condamnation, mais comme un signal. Un signal qu'il faut écouter, un signal qui peut devenir une opportunité de transformation. Bernard et Louise ont cru un instant que tout était perdu. Mais ce qu'ils ignoraient encore, c'est qu'il existe des moyens simples, accessibles à tous, pour retrouver des repères et raviver cette flamme intérieure. Et c'est précisément cette vérité que je veux partager avec vous aujourd'hui. Derrière chaque oubli se cache non pas une fatalité, mais une possibilité de renaissance, pour peu que l'on accepte d'écouter ce que notre corps et notre esprit essaient de nous dire. Quand Bernard est revenu me voir après notre première rencontre, il avait ce mélange de scepticisme et d'espoir dans le regard. Je lui avais parlé d'un exercice d'1 minute par jour, et je savais qu'il trouvait l'idée trop simple pour être crédible. Pourtant, il avait accepté d'essayer, presque par curiosité. Je me souviens de son sourire timide lorsqu'il m'a dit « Docteur, 1 minute, c'est ridicule. Mais si vous me dites que ça peut changer quelque chose, alors je tente. » C'est dans ce genre de moment que je comprends combien la confiance est fragile et combien il est de mon devoir de l'honorer. L'exercice en question n'a rien de spectaculaire. Pas de machine, pas de pilule, pas de promesses extravagantes. Seulement des gestes que chacun peut réaliser dans le silence de son salon. Je lui ai montré comment bouger doucement les orteils, en pleine conscience, pour activer une zone du cervelet souvent négligée. Puis, je lui ai appris à tourner lentement la nuque, respirer profondément pendant ce mouvement, afin de favoriser la circulation sanguine vers le cerveau. Ensuite, je l'ai invité à faire travailler la langue, à la pousser contre le palais, à la déplacer dans différentes directions. Ce petit effort réveille les zones liées à la mémoire et au langage. Enfin, je lui ai recommandé de masser ses oreilles avec les paumes de ses mains pour stimuler l'attention et l'équilibre. 4 gestes simples, mais puissants, qui ne demandent qu'une seule minute de concentration. Je voyais bien que Bernard doutait. Il hochait la tête poliment, mais ses yeux semblaient me dire « Comment cela pourrait-il réparer ce que j'ai perdu ?» Et pourtant, 1 semaine plus tard, il est revenu, les traits plus détendus. Docteur, hier, j'ai récité un poème à mon petit-fils sans m'arrêter. J'ai eu un trou, c'est vrai, mais en respirant comme vous me l'avez montré, les mots sont revenus. Sa voix tremblait d'émotion. Je savais alors que quelque chose avait commencé à se transformer. Puis ce fut le tour de Louise. Elle aussi avait adopté ce rituel quotidien.
Elle me raconta qu'un matin, en sortant du marché des Halles, elle avait retrouvé son chemin naturellement, sans cette angoisse qui la paralysait autrefois. Elle avait senti comme une clarté nouvelle dans son esprit, un fil conducteur invisible qui la guidait. Ce n'est qu'une minute, mais c'est comme si mon cerveau se réveillait après une longue nuit, me dit-elle avec un sourire retrouvé. Ce que j'ai appris à travers eux, c'est que l'efficacité ne réside pas dans la complexité, mais dans la régularité. Ce n'est pas un miracle, c'est une discipline douce, un engagement envers soi-même. Une minute peut sembler insignifiante, mais répétée chaque jour, elle devient une graine qui germe, un souffle qui redonne vie à des souvenirs endormis. J'ai vu Bernard et Louise reprendre confiance, pas seulement parce qu'ils se souvenaient de mieux, mais parce qu'ils avaient retrouvé le pouvoir d'agir, la certitude qu'ils n'étaient pas condamnés, et c'est cette certitude-là qui est en réalité le vrai remède. J'ai toujours été frappé par la manière dont un détail minuscule peut transformer l'expérience d'un patient. Un jour, Bernard est revenu me voir, presque agacé. Docteur, j'ai fait les exercices, mais je ne ressens pas toujours cette clarté dont vous parlez. Certains matins, je me sens encore embrouillé. Je l'ai écouté attentivement, puis je lui ai demandé, est-ce que vous buvez un verre d'eau avant de commencer? Il m'a regardé, surpris, presque incrédule. Pourtant, cette simple habitude change tout. Le cerveau, comme un moteur, ne fonctionne pas à vide. Il a besoin de ce carburant vital qu'est l'eau. Quelques jours plus tard, il m'a confié que cette petite attention avait décuplé son énergie et sa concentration. Louise, de son côté, avait une autre difficulté. Elle était impatiente, trop impatiente. Elle voulait des résultats immédiats. Alors elle faisait les mouvements rapidement, presque comme un exercice de gymnastique. Je lui ai expliqué que ce n'était pas une course, mais une invitation à la lenteur. Respirez, laissez vos gestes suivre le rythme de votre souffle, lui ai-je dit. Elle a pris cette consigne au sérieux. Et une semaine plus tard, elle est revenue avec un visage apaisé. Docteur, j'ai enfin compris, c'est quand je ralentis que j'entends mon corps. Il y a aussi ces détails qui paraissent futiles, mais qui ouvrent des portes insoupçonnées. J'ai conseillé à Bernard d'écouter, en arrière-plan, les sonates de Debussy qu'il aimait tant dans sa jeunesse. Je lui ai expliqué que la musique n'était pas seulement un plaisir, mais une clé pour stimuler les ondes de la mémoire affective. La semaine suivante, il est venu me voir avec les yeux brillants. Quand j'entends ces notes, les souvenirs affluent, comme si je retrouvais une partie de moi-même. Ces ajustements, aussi subtils soient-ils, deviennent de véritables leviers de transformation. Boire un verre d'eau, respirer profondément, écouter une mélodie, cela peut sembler dérisoire, mais c'est dans ces gestes simples que réside la profondeur du soin. Ce que je leur transmets, ce n'est pas seulement une série de mouvements, mais une manière d'habiter leur corps différemment, d'y prêter attention, de le respecter. Je me rends compte que la mémoire, au fond, n'est pas une mécanique froide. Elle est liée à tout notre être, à nos émotions, à notre respiration, à notre façon de nous relier au monde. Quand Bernard bouge ses orteils, ce n'est pas seulement un exercice neurologique, c'est une reconnexion à son ancrage. Quand Louise masse doucement ses oreilles, ce n'est pas un simple geste physique, c'est une manière de dire à son corps « Je t'écoute, je prends soin de toi ». Et moi, en les observant, je comprends que mon rôle n'est pas de leur imposer une méthode, mais de leur offrir des clés simples mais précieuses qui ouvrent des portes qu'ils croyaient fermées à jamais. Parce qu'au-delà des techniques, c'est l'attention et la régularité qui, jour après jour, réveillent la mémoire endormie. Avec le temps, j'ai vu Bernard et Louise évoluer d'une manière qui m'a profondément marqué. Ce n'était plus seulement une question de mémoire ou d'exercice mécanique, mais un véritable cheminement intérieur. Un soir, Bernard m'a confié que sa relation avec sa femme avait changé. Avant, j'avais honte d'oublier des choses simples, comme nos rendez-vous ou même le prénom de certains amis. Je me renfermais, je préférais me taire plutôt que de risquer de me tromper. Aujourd'hui, je sens que je peux respirer à nouveau,
Je ne me cache plus derrière mon silence. Sa voix tremblait, mais ses yeux brillaient d'une assurance retrouvée. Ce n'était pas seulement sa mémoire qui revenait, c'était sa dignité d'homme, son désir de participer pleinement à la vie. Louise, elle, me parla de ses petits-enfants. Avant, je redoutais leur visite. J'avais peur qu'ils me posent des questions auxquelles je ne saurais répondre. J'avais peur d'oublier leurs anniversaires, leurs goûts, leurs histoires. Mais maintenant, je les attends avec impatience. L'autre jour, j'ai pu leur raconter une anecdote de mon enfance à Lyon, un souvenir qui m'était revenu grâce à l'exercice. Ils m'écoutaient, fascinés. J'ai vu dans leurs yeux une admiration que je croyais perdue. Ces mots me touchèrent profondément, car je savais que derrière cette anecdote se cachait une victoire immense. Elle avait retrouvé le lien avec sa propre histoire et avec ceux qu'elle aime. Ce qui m'a frappé dans leur parcours, c'est que les exercices ne leur ont pas seulement redonné de la mémoire, mais aussi de la confiance et de la joie de vivre. Bernard m'expliquait qu'il avait repris l'habitude de lire son journal chaque matin et qu'il arrivait à suivre les articles jusqu'au bout. Louise, quant à elle, s'était remise à cuisiner des recettes anciennes qu'elle croyait avoir oubliées. Chaque plat était une victoire, un morceau de mémoire mis à table pour sa famille. En les observant, j'ai compris que la santé des seniors n'est pas uniquement une affaire de corps ou de cerveau. C'est un équilibre plus subtil qui implique l'âme, les émotions, la relation aux autres. Un exercice peut réveiller la mémoire, mais c'est le courage de persévérer qui redonne sens à la vie. Et ce sens, ils l'ont trouvé dans leur lien, dans le regard d'un petit-fils, dans le sourire d'une épouse, dans le plaisir simple de se sentir encore utile. À travers Bernard et Louis Esto, j'ai appris moi-même une leçon que je n'oublierai jamais. Ce ne sont pas les années qui définissent notre vieillesse, mais la manière dont nous choisissons de les habiter. Eux ont décidé de les remplir de présence, d'attention et de gestes simples, mais puissants. Et chaque fois que je repense à leur parcours, je me dis que la mémoire n'est pas seulement une faculté du cerveau, mais un pont vivant entre ce que nous avons été, ce que nous sommes et ce que nous voulons encore devenir. En repensant au parcours de Bernard et de Louise, je comprends à quel point la mémoire et la vitalité ne sont pas seulement des questions médicales, mais des histoires profondément humaines. Bernard, qui retrouvait peu à peu sa dignité et la confiance de dialoguer avec son entourage, et Louise, qui redécouvrait la joie de transmettre ses souvenirs à ses petits-enfants, m'ont montré que les gestes simples, lorsqu'ils sont pratiqués avec régularité et bienveillance, peuvent transformer une existence. Leur renaissance ne venait pas uniquement d'exercices physiques, mais de la capacité à croire à nouveau en leur potentiel, à s'ouvrir aux autres et à se réapproprier leur histoire. La véritable leçon que j'en retire et que je souhaite partager avec vous est que l'âge ne doit jamais être une barrière. Avec un peu de discipline et beaucoup de volonté, chacun peut cultiver sa mémoire, renforcer son corps et surtout nourrir son âme. C'est un message d'espoir, mais aussi une invitation à l'action. Question pour vous. A. Pensez-vous que la mémoire se travaille avant tout par la discipline quotidienne? B. Ou croyez-vous qu'elle dépend surtout de nos émotions et de nos souvenirs? Écrivez votre réponse A ou B en commentaire. Et vous, quelle est votre opinion personnelle? Partagez-la. Elle pourra inspirer d'autres spectateurs. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail et découvrir les prochaines vidéos qui vous aideront à mieux vivre chaque jour.